la une ce soir, que s'est-il passé à la salle de spectacle La Casa à Bemao? Une soirée avérée à la fusillade ce week-end. Nous entendrons 2 témoignages de personnes qui ont assisté aux faits. Et depuis plus d'un mois, le niveau des cours d'eau est au plus bas. La préfecture a prolongé l'alerte sécheresse. Elle assoiffe les sols et fragilise fortement les agriculteurs. Anne-Elisabeth Artsen est allée à leur rencontre. Nous les entendrons. Et quel impact ont les sargasses sur l'activité touristique? Nous irons avec Linda Kayarsi dans le Nord Grande-Terre, une région habituellement très appréciée par les touristes pour ses sublimes plages de sable blanc et ses eaux cristallines. Et à la fin de ce journal, découverte du monde d'Hilda De Croo. La jeune artiste expose en ce moment à la salle Rémy Nasuta à Pointe-à-Pitre. Elle démontre comment on peut utiliser les couleurs pour montrer la beauté de la vie. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Après les ouragans Maria, Irma, les agriculteurs sont de nouveau confrontés à un aléa climatique. Depuis près de 2 semaines, la Guadeloupe est en alerte sécheresse. Seulement la situation va de mal en pis. Le préfet vient de prolonger les mesures qui visent à restreindre l'utilisation de l'eau à l'ensemble du territoire, sauf Marie-Galante, pour une durée d'1 mois. Comment les agriculteurs font-ils face? Anne-Elisabeth Artsen s'est rendue sur le terrain pour comprendre comment les professionnels gèrent cette alerte. Prévenir au lieu de guérir, c'est l'objectif de la FDSEA qui a entrepris depuis le début de la sécheresse des visites de terrain auprès des maraîchers et éleveurs qui commencent à en subir les conséquences sur leurs exploitations. Pour l'instant, on ne peut rien faire, on constate. On essaie de voir ce qu'on peut faire, mais si ça continue, ça perdure, on va avoir le même problème de sécheresse qu'on a eu en 2015. Il va falloir anticiper, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les agriculteurs, trouver d'autres cultures qui prennent moins d'eau, mais s'il y a encore moins d'eau encore comme on avait en 2015, on va avoir un problème au niveau de la sécheresse. Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut planter aujourd'hui? C'est tout ce qui a moins d'eau. Les navets ont besoin d'eau, les solanas ont besoin d'eau. Ça veut dire anticiper, on va pouvoir voir avec les autorités pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre comme mesure pour nos agriculteurs, nos éleveurs, nos bananiers. La canne, pour l'instant, n'a pas encore pris de coup. Mais si ça perdure aussi, la canne va avoir des problèmes aussi. José, maraîcher au moule, est de plus en plus impacté par ces conditions climatiques et les incessantes coupures d'eau rendent d'autant plus difficile la poursuite de son activité agricole. Les animaux qu'on a constaté par Nizeb, chez ça a démarré fort. En plus de l'eau là, nous pas ni de l'eau les mercredis ni les dimanches et nous en fin de réseau, là où ouvert de l'eau là, les temps que tu as plein qui arrivé à nous, j'allais puis couper, c'est tout un problème. Qui pour les gens qui fait maraîchage, élevage, les gens qui fait banane, même pour canne aussi, parce que sous planton canne aller là pour pousser fort oser. Si pas ni de l'eau, c'est tout un problème. Moi dans pièce salade, on est obligé de laisser à l'abandon parce que là où pas oser, on joue avec le soleil là, tu as la cabrilée. Alors c'est l'argent qu'on perd, alors qui fait que nous sommes obligés de crier le président à la Fédé, puis tu viens constater problème là. Parce que nous avons une population à nous, hein. Alors nous sommes obligés de porter manœuvre. Alors nous pouvons mettre espoir en nous, mais à bon Dieu, peut-être demain la pique tombe, barrage là, qui n'y de l'eau. Alors nous ne pouvons pas arrêter, c'est ça que nous avons fait pour vivre. Une réunion sera donc organisée ce soir entre les professionnels du secteur afin d'anticiper les besoins des agriculteurs et ainsi éviter les nombreuses pertes dues à la sécheresse de 2015. Et les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche. Selon les premiers éléments disponibles, une bagarre a éclaté entre plusieurs protagonistes à la salle de spectacle La Casa à Bemao lors d'une soirée. Résultat de cette forme de rixe, 3 personnes sont sorties avec des blessures, dont une a le pronostic vital engagé. Reportage Karen Diamin, Patrick Curie, Moïse Dexter. Il est environ 4 heures du matin lorsqu'en pleine soirée, une bagarre éclate à La Casa, boîte de nuit très connue de l'île. Venue s'amuser entre copines, Keiza a vu l'ambiance de la soirée se dégrader au fil des heures. Avec mes copines, le samedi, on a décidé d'aller à la Guette pour les 30 ans. Nous sommes arrivés vers 23h43, on a à peine fait la queue. Au début, c'était calme, comme évidemment. C'est vers les 1h que ça commençait à être très bonne. Et puis, c'est vers les 3h, l'ambiance devenait de plus en plus chaude. Mais bien évidemment, l'ambiance aussi des combats ont commencé. Selon les premiers éléments, un vol de chaîne serait à l'origine de ces coups de feu. Marine, présente lors des échauffourées, nous raconte. Il y a eu un premier combat.
Puis après, personne ne s'est affolé. Puis dans la minute qui suivait, il y a eu un deuxième. Puis dans la minute qui suivait, il y a eu un troisième. À ce qui paraît, c'est une chaîne qu'on a pétée. Et les deux autres, je ne sais pas. Ils ont dit aussi que le DJ, il y a un DJ qui jouait, qu'on est venu agresser et il s'est défendu. 4h30. Puis après, vers les 40, on a vu le gars courir. Et puis les ballons pétés, on va dire, à 5h. Et puis ça s'est calmé, ils ont commencé à faire les gens sortir. Et dans la suite, on a entendu qu'on a donné une balle au bras à un gars. Puis après, une balle au ventre. Profondément touché par ce nouvel excès de violence, David Rumeau, gérant de la boîte de nuit, s'explique dans une interview accordée à nos confrères d'RCI Guadeloupe. Aujourd'hui, c'est pire que ça. C'est pire que ça parce que je suis dépité de tout ça. Je n'ai pas d'annonce à faire. Les gens verront bien, mais j'arrête de parler. J'ai déjà trop parlé. J'ai déjà trop tiré la sonnette d'alarme. Je ne peux pas, à chaque soirée, être en panique pour ma jeunesse. Je ferai ce que j'ai à faire. J'assumerai mes responsabilités comme je l'ai toujours fait. Le bilan fait état de 3 blessés, dont un grave héliporté vers le CHU de la Martinique. Le tireur, lui, est toujours activement recherché. La violence, c'est aussi ce casse-tête des sargasses qui pose un véritable problème chaque année. Et oui, chaque année, elles prennent plaisir à échouer sur nos côtes, au plus grand désespoir des autorités, mais aussi des commerçants et des professionnels de la mer. Et pour cause, leur présence malodorante ferait fuir les touristes. Mais qu'en pensent vraiment les intéressés? Linda Kayarsi a tenté de le savoir. Elle s'est rendue ce matin sur une partie de l'archipel, très appréciée pour ses sublimes plages. On regarde son reportage. Alex, Véronique et Gaël sont bien décidés à partir à la découverte de la trace des falaises. Point de départ, le lagon de la Porte d'Enfer. On est bien loin du cliché de carte postale. Les sargasses ont envahi le petit coin de paradis, tant prisé par les touristes. La semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, les algues allaient aux vagues là-bas. Donc toute la baie était remplie. Donc là, ça a été nettoyé, il y a un peu de traces de véhicules et puis il y en a beaucoup moins. Là, on reste et c'est limite... On a l'estomac au bord des lèvres, quoi, donc... Pour les randonneurs, la vue est certes déconcertante, mais l'envie de partir à la découverte du sentier est la plus forte. Pas dérangeant, un peu l'odeur au début, mais après, dès qu'on est sur la falaise, il y a le vent. Le vent, donc après, c'est juste en bas que ça se décompose un peu. Ce matin, ils étaient nombreux à partir en randonnée. Bravant l'odeur nauséabonde des sargasses, après un regard furtif sur le lagon, leur seule inquiétude, le soleil et la déshydratation. Bon, à part la chaleur, mais ça n'a rien à voir, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors au début de la randonnée, effectivement, c'est un peu nauséabond, il faut bien le dire, et la vue n'est pas top. Mais au fur et à mesure qu'on avance le long de la côte, il n'y a pas de souci. En cette journée ensoleillée, les algues brunes n'auront pas été un obstacle pour ces touristes, dont l'objectif est de profiter pleinement de leur séjour avant l'échouage de nouveaux bancs de sargasses. Et autre petit bout de paradis méconnaissable en ce moment, l'île de Marie-Galante. Le président de région, Harry Chalus, s'est d'ailleurs rendu ce matin sur place. Il a signé une convention de soutien d'un montant de 70 000 € afin de financer l'achat de matériel pour procéder au ramassage de ces algues brunes. Et elles nous envahissent de partout, à l'exception de la côte sous le vent. Et pour la Grande Terre, la plage du Souffleur à Port-Louis, qui fait le plaisir et le bonheur des touristes. Voici l'histoire que nous raconte Linda Kayarsi. La plage du Souffleur est bien connue pour son sable blanc, son eau turquoise et surtout l'absence totale de sargasses. Alors la plage de Port-Louis, c'est une plage qui est protégée par rapport aux autres plages, étant donné que les sargasses arrivent de l'autre côté vers l'océan et nous sommes la mer, donc nous nous retrouvons donc protégés, donc on n'a jamais eu de sargasses ici depuis l'invasion. À tel point que les locaux et touristes affluent pour profiter de cette petite perle de farniente du Nord Grande Terre. Par exemple, hier dimanche, la plage c'était infernal, on ne pouvait même pas circuler. Alors que c'est une plage qui a quand même beaucoup de places où on peut se garer et tout ça, mais hier c'était vraiment infernal. Par contre, je voulais juste signaler, c'est par rapport au comportement des gens. Il y a plus de gens qui fréquentent la plage, mais ce matin, la plage était dans un état vraiment infernal, tellement elle était sale. Malgré l'affluence, certains ne changent rien à leur habitude. Petit bain du matin ou de fin de journée, on profite de la plage sans modération. Ah oui, le matin, je vais faire un peu de marche. Et après, je viens me baigner le matin ici pendant plus d'1 heure dans l'eau. Je nage beaucoup. Et l'après-midi, après, je fais manger, je fais ma sieste. Et je reviens dans l'eau. Encore plus d'1 heure. Et je rencontre des fois des bancs de poissons. Et je nage avec les poissons. C'est formidable. Du côté des commerçants et autres professionnels d'activités nautiques, l'absence de sargasses
boostent quelque peu leur business. Oui, ça se ressent bien parce que j'ai de plus en plus de réservations, surtout depuis effectivement qu'il y a les sargasses. Donc oui, ça se ressent et pour tous les commerçants ici à Port-Louis, donc on est tous ravis. La plage du Souffleur fait partie désormais des lieux prisés par les baigneurs. Et au chapitre social, les agents grévistes affiliés à l'UGTG de la mairie de Basse-Terre ne décolèrent pas depuis plus d'une semaine. Ils sont mobilisés pour réclamer de nouvelles places de parking. Mais depuis quelques jours, une nouvelle revendication s'est ajoutée à leur cahier, celle du paiement de leur salaire du mois d'avril. Reportage Anne-Elisabeth Arsène, Moïse Exter, Patrick Curie. Voilà plus de 2 semaines que les agents de la ville de Basse-Terre sont mobilisés. Ils revendiquent toujours un meilleur emplacement de parking. Nous pas vraiment avancé dans la mesure que nous ni des choses nous qu'a proposé et yo en face yo pas ni rien pour répondre. Yo veut bon nous un stationnement à don bâtiment qui pas appartient à la collectivité. Yo qu'a dit yo fait demande mais son demande il fait depuis en 2016 pas ni réponse. Donc, est-ce que nous pouvons continuer à attendre qu'il y ait une réponse en attendant la verbalisation qui va commencer? À cela vient s'ajouter le gel de leur salaire par Madame le maire. Et encore rappelé, malheureusement, c'est méprisable que par parking a proposé nous là. Mais en plus de ça, ce qui est regrettable, c'est qu'ils gelent les salaires en nous. Donc, la loi a bien dit, ouais, on peut tirer en partie, mais nos factions ne peuvent pas tirer, d'accord? Et je dis, jour 9, nous pourrons toucher l'argent, nous. Donc, ça n'est pas normal. Ensuite, il a parlé de dialogue social. Il a été ministre, il votait le dialogue social, mais je dis là, nous ne pouvons pas voir dialogue social là. Nous ne pouvons pas voir. Seul but nous pouvons voir, c'est qu'il tire salaire en nous. Et certains payés et d'autres pas payés. Un médiateur a été nommé pour tenter de trouver une issue favorable au conflit en cours. De son côté, le chef d'Edzilité refuse pour l'heure toute négociation et demande d'interview. Et le mouvement des étudiants mobilisés contre le retour possible des enseignants mis en cause dans l'affaire du Sérégmia a pris une nouvelle tournure aujourd'hui. Si la mobilisation continue, les accès au campus de Chelcher ont été libérés ce matin. Reportage Alizé Lutran, Jean-Marc Tapreux. Ce matin, les barricades avaient disparu, du moins temporairement. Les étudiants ont pu reprendre leurs cours normalement, non sans une certaine confusion. On ne savait pas trop si il y aurait ou pas les professeurs, on était au courant de rien, on n'avait pas assez d'informations et finalement ça s'est plutôt bien passé. On était censé avoir des contrôles, des examens, mais on a pris un petit peu de retard. Et du coup, au lieu d'avoir les examens dès la rentrée, sachant qu'il y avait eu la grève et tout ça, on a préféré plutôt nous faire des révisions, des petits trucs comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec le mouvement, mais c'est vrai que je ne pense pas que c'était la meilleure façon de le faire. Et beaucoup d'élèves croisés aujourd'hui ne savent plus vraiment sur quel pied danser. Je sais que les examens auront lieu, mais après, est-ce que le mouvement va reprendre? En fait, personne ne sait, donc on verra au jour le jour en fait. Une trêve dans les revendications car les 3 universitaires mis en cause dans l'affaire du détournement de fonds présumés au Sérégmia sont hors du département, une nouvelle fois entendus au ministère de l'Enseignement supérieur. Après 2 semaines de mobilisation, les rangs du collectif étudiant restent clairsemés. Qu'importe, les quelques irréductibles comptent bien durcir le ton. Nous sommes toujours mobilisés et je pense qu'on va, d'ici mercredi, reprendre le mouvement en bloquant car nous n'avons toujours pas eu de retour du président concernant la prise de décision des arrêtés. On n'a toujours pas eu de retour concernant le fait qu'il aille se concerter auprès du ministère pour savoir s'ils sont toujours en vigueur. Donc on va continuer à dire sur le mouvement. Dans un communiqué, le président de l'Université des Antilles a fait savoir que les élus du conseil académique se prononceraient prochainement sur une éventuelle dispense d'enseignement des 3 universitaires concernés pour l'année en cours. Par ailleurs, des moyens policiers ont été demandés au préfet pour assurer la sécurité au sein de l'établissement. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Vous verrez ce que devient votre sang une fois que vous en avez fait don. Et puis nous découvrirons le monde coloré et caribéen d'Hilda Decros. Mais avant, cette question de société, plusieurs d'ailleurs questions sont actuellement débattues par les états généraux de la bioéthique, celui de la fin de vie par exemple, ou encore de la PMA, la procréation médicalement assistée. Cette technique aujourd'hui réservée aux couples hétérosexuels infertiles pourrait bien être étendue aux femmes célibataires ou lesbiennes. Anne-Elisabeth Arsène a souhaité en tout cas nourrir le débat avec votre contribution. On vous écoute. Normalement, tout le monde doit avoir des enfants, quelle que soit sa sexualité ou autre. Elle a le droit d'être mère, être heureuse comme tout le monde.
Je suis entièrement d'accord, puisqu'un couple homosexuel a le droit d'avoir un ou plusieurs enfants grâce à la médecine. On ne peut pas être vraiment favorable ou défavorable, c'est plus un choix de chacun. Après, c'est vrai que de par la société actuelle, c'est plus simple que quand même qu'il y ait un père, ne serait-ce que pour l'enfant. À l'école, les enfants déjà entre eux, ils sont assez difficiles. Mais après, c'est le droit de chacun d'essayer d'avoir un enfant. Et c'est une joie pour une mère d'avoir un enfant, qu'elle soit médicalisée ou pas. Je ne pense pas qu'une femme soit vraiment en capacité de pouvoir élever un enfant seul et de l'obtenir seul. Pourquoi ? Parce que Dieu a créé l'homme et la femme et c'est à deux qu'on a un enfant et c'est donc à deux qu'on doit essayer de l'élever. Moi je ne vois pas le problème, l'inconvénient, à partir du moment qu'elle est suivie par un corps médical, donc il n'y a pas de problème à mon avis. Je pense que c'est pas mal. Si ils trouvent la moyen de pouvoir avoir des enfants, sachant qu'ils sont en difficulté, qu'eux ne peuvent pas l'avoir, il n'y a pas de problème. Parce que maintenant on est dans le siècle 2021. Donc il y a moyen pour tout faire. Je suis favorable du fait qu'une femme seule ait un enfant, mais de là que deux femmes aient un enfant, je pense que l'enfant sera un petit peu, perdu parce que lorsqu'il ira à l'école, il verra que ses amis ont un papa et une maman et que lui qu'il a deux mamans, donc je pense que cet enfant sera perdu au fait. Parce que Dieu a créé l'homme pour la femme, il n'a pas créé l'homme pour l'homme, selon mes conceptions à moi. Donc cet enfant petit, il sera bien, mais en grandissant, il sera très perturbé et ça n'ira pas pour son avenir encore, je dis. Et les stocks de l'établissement français du sang sont au plus bas. 2200 poches ont été collectées depuis le début de l'année, alors que 3000 sont nécessaires pour répondre aux besoins de l'archipel. Donner son sang a un geste simple qui peut aussi effrayer certains. Pour vous rassurer, Yvan Lemar a retracé le parcours du don. On regarde son reportage. Lors de chaque don de sang, plusieurs tubes sont prélevés et envoyés pour analyse au laboratoire de la QBD. La QBD, la qualification biologique du don, qui va servir à connaître le groupe sanguin, à rechercher s'il n'y a pas des signes d'infection, s'il n'y a pas certaines infections aussi, hépatite B, hépatite C, VIH, syphilis, et voilà aussi certains anticorps qui peuvent gêner en transfusion. Parallèlement, la poche prélevée est envoyée au laboratoire de préparation. Le sang récolté est alors appelé sang total. Inutilisable en l'état, il traversera durant 5 heures plusieurs étapes importantes avant d'aboutir à sa mise en conformité et obtenir 3 produits sanguins transfusables. En premier lieu, on doit faire une cohérence entre ce que nous ramène le service de prélèvement qui est en amont et notre service de préparation. Donc une cohérence physique, informatique. Ensuite, nous avons une étape de mise en plot et de centrifugation. Et cette centrifugation, en fait, permet de séparer les composants sanguins en fonction de leur densité. Après l'étape de centrifugation, nous avons une étape de séparation qui, elle, se fait sur un semi-automate. Et en fait, ça permet, en fait, physiquement de séparer le plasma, les plaquettes et le concentré de globules rouges. Donc après ces deux étapes, je vais dire majeures, on a un concentré de globules rouges, un plasma, et ensuite on a un produit intermédiaire qui s'appelle la couche leucoplaquettaire. Et cette couche leucoplaquettaire, elle subira une centrifugation supplémentaire pour préparer un concentré de plaquettes. 50 poches de sang sont ainsi préparées chaque jour. Les produits obtenus seront ensuite mis en conservation. Les composants sanguins ont une durée de vie. Et ça, c'est ce qui fait qu'en fait, on a tout le temps besoin de donneurs et donc de poches de sang, puisqu'il faut savoir qu'un concentré de plaquettes a une durée de vie de 5 jours et doit être conservé à entre 20 et 24 degrés. Un concentré de globules rouges a une durée de vie de 42 jours. Et est conservé à une température à 4 plus ou moins 2 degrés. Et les plasmas, par contre, sont congelés et ont une durée de vie d'1 année.
Après validation de la qualification biologique du don, les produits peuvent être distribués. Le plasma thérapeutique sera utilisé en cas de problème de coagulation. Les plaquettes seront destinées à des malades atteints de maladies du sang, de leucémie ou des patients en chimiothérapie afin d'éviter des hémorragies. Enfin, les globules rouges seront utilisés en cas de perte importante de sang ou lors de traitements de maladies comme la drépanocytose. Surmenage, stress, dépression, comment peut-on se prémunir contre ces maladies? Notre invité ce soir disposerait en tout cas des clés essentielles pour expérimenter une sérénité durable. Il organise régulièrement des conférences intitulées « La force tranquille ». Rénal Bordin, bonsoir. Bonsoir Barbara. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes enseignant et thérapeute énergétique de Reiki, mais votre métier, facilitateur du bien-être, c'est un métier qui est encore peu connu. Quel rôle jouez-vous exactement dans la vie des personnes que vous rencontrez, en tout cas qui font appel à vos services? Je les accompagne. Je les accompagne à pouvoir devenir une meilleure version d'eux-mêmes lorsqu'ils ont compris qu'avec les maladies ou alors les risques que vous avez évoqués tout à l'heure, le stress, le burn-out, la dépression, qu'il est possible en fait d'atteindre une autre version de soi-même en revenant à soi, tout simplement, et en devenant forcément quelqu'un qui se réalise. Vous avez d'ailleurs développé la marque 11h11 Positive. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste? En fait, 11h11 Positive, c'est parti en fait suite à pas mal de pérégrinations que j'ai fait en cherchant sur Internet des solutions pour que je puisse moi-même cultiver ma propre sérénité. Je suis tombé sur le signe 11h11 qui est en fait un code horaire d'appel à une sorte d'éveil, de prise de conscience de soi, de ce que nous étions et de la puissance qui était la nôtre sur les différents piliers de plénitude que sont la santé, les relations interpersonnelles, la spiritualité de notre être et également notre activité professionnelle. Vous parlez de sérénité durable. C'est un peu difficile de garder sa sérénité lorsqu'on a par exemple des factures qu'on ne peut pas honorer ou des problèmes qui nous dépassent, qui sont hors de contrôle tout simplement. Comment fait-on ? En fait, tout part d'une décision, c'est-à-dire que vous remettez la sérénité au centre de votre vie. C'est-à-dire que même si vous avez une facture qui peut atteindre un certain montant, votre vie, elle vaut forcément beaucoup plus que ce montant, que ce soit l'image que vous avez pour vos proches ou pour ceux que vous aimez. À partir de ce moment-là, lorsque vous reprenez votre sérénité au centre, vous dites que simplement c'est un chiffre sur un bout de papier, et dès lors que vous adoptez la sérénité dans votre vie, ainsi que des pratiques qui sont relativement simples et innées à l'intérieur de vous, eh ben, vous incarnez cette sérénité. Comment peut-on se prémunir contre tous ces signes, contre le stress, le burn-out, la dépression? La première des choses, c'est déjà d'être accompagné. Très souvent, c'est nos proches ou alors nos collègues dans nos activités qui nous signalent que quelque chose ne va pas dans un premier temps et nous invitent à nous questionner sur notre positionnement déjà dans nos activités. Après, lorsque vous avez visité des personnes qui pratiquent donc toutes les médecines allopathiques, votre médecin traitant, il y a des cheminements qui font que qui établissent un diagnostic qui font que d'un seul coup vous n'êtes plus en état de travailler. Vous êtes à nouveau livré à vous-même, à vous dire mais finalement la question existentielle, mais à quoi je sers dans cette vie? Quelle est l'utilité et comment je peux avancer et progresser dans cette vie? Et c'est là que j'interviens en tant qu'accompagnant de bien-être, simplement avec toutes les techniques que j'ai pu apprendre et ainsi proposer une meilleure version de la personne dès lors qu'elle fait appel à moi. Avant d'arriver jusque-là, avant d'arriver jusqu'au burn-out, vous dites justement on peut résister à tout climat anxiogène, se forger un mental. Expliquez-nous. Exactement. C'est-à-dire, là encore, tout part d'une décision. Lorsque vous dites que, effectivement, vous êtes quelqu'un, vous avez une valeur à défendre en tant que personne, en tant qu'être, déjà, rien ne peut vous atteindre. Vous écrivez vous-même votre propre histoire, vous n'êtes plus dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Et dès lors que vous décidez cela, vous mettez en place des stratégies, déjà au niveau de votre état d'esprit, pour pouvoir vous forger et devenir aussi une source d'inspiration pour les autres. Certains sont-ils prédisposés à être plus forts que d'autres? On dit, tiens, celle-ci est fragile, il est fragile, celui-là est beaucoup plus fort dans le caractère. Nous sommes tous prédisposés à être forts pour nous-mêmes déjà, avant toute chose. Et dès lors qu'on prend la considération de cela, déjà, on est sur les marches de notre histoire personnelle et l'écriture de celle-ci pour que nous puissions témoigner à notre tour pour d'autres personnes qui n'ont pas encore conscience de ce que cela représente. Rénal Bordin, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir concernant cette thématique de la force tranquille. La première fusée tirée depuis Kourou a fêté aujourd'hui ses 50 ans. Baptisée Véronique, elle a fêté en grande pompe. Elle a été fêtée en grande pompe par le Centre spatial guyanais qui propose pour l'occasion une exposition qui revient sur toute l'histoire du spatial. Pierre Tréfaux a pris part aux festivités. On regarde son reportage. Bonjour. Alors du coup, nous, on a un bar à Rome en Alsace et on a déjà les produits d'appel de chez Bologne.
Mais qu'est-ce que vous pouvez nous proposer d'intéressant? Sophie et Mathilde ont fait 5 heures de route exprès pour garnir leur carte. Elles ont ouvert un bar à Mulhouse il y a moins d'1 an et proposent plus de 90 marques de rhum de différentes provenances, de la Guadeloupe jusqu'au Japon. On recherche beaucoup de rhum agricole, on recherche notamment du rhum blanc mais qui soit intéressant à déguster et pas à travailler en petit punch. On est venu chercher un peu des produits un peu qualitatifs, un petit peu premium. Des produits premium, c'est exactement ce qu'est venu proposer Yves avec son rhum bio. Son entreprise existe depuis seulement 1 an et demi et ne produit que 30 000 litres de rhum par an, dont 16 000 en vente directe. C'est l'une des 2 seules marques antillaises à produire bio sur le marché. Malgré cette spécificité, difficile de se démarquer dans ce secteur en pleine expansion. On arrive dans un monde de gens extrêmement bien établis, avec beaucoup de qualité, de très belles réputations depuis des décennies, voire des siècles. Donc il faut se faire connaître, il faut faire connaître notre travail, notre démarche. Je pense qu'on a acquis une notoriété qui est assez conséquente quand on voit notre taille. Une petite notoriété qui attire quelques barman et restaurateurs avec leur lot de questions. Que faut-il faire exactement pour avoir le label bio? Steven envisage de commercialiser du rhum bio dans son bar à Saint-Malo, mais reste tout de même sur ses gardes. De semaine en semaine, j'ai l'impression qu'on me demande de plus en plus de bières bio, de bières sans gluten, etc. Donc je pense que ça viendra sur le rhum. Je n'irai pas vers un rhum bio parce qu'il est bio s'il est mauvais au niveau du goût. Si c'est un produit non équilibré, j'y verrai pas l'intérêt. De nombreuses marques antillaises veulent s'essayer au bio et ne manquent pas de le souligner auprès de leurs clients. Mais en Martinique comme en Guadeloupe, la marche est longue. Il leur faudra attendre 3 ans de procédures coûteuses pour satisfaire les normes européennes d'agriculture biologique. Et vous l'avez compris, il s'agissait du festival Rhum Fest dédié aux rhums antillais qui se déroule en ce moment à Paris. Mais tout de suite, direction Kourou, où je vous le disais, la première fusée tirée depuis Kourou a fêté aujourd'hui ses 50 ans d'existence. On regarde le reportage de Pierre Tréfou. Le 9 avril 1968, Véronique décolle du centre spatial guyanais à Kourou. C'est le premier lancement d'une fusée-sonde depuis le sol guyanais. 50 ans plus tard, ce sont 5 modèles de fusée Ariane qui ont succédé à la fusée-sonde Véronique. L'équipe en charge de son lancement à l'époque était conviée ce matin pour revenir sur le site de lancement. Il se rappelle du contexte particulier de la guerre froide. En 71 et en 73, il y avait au large de Kourou un bateau soviétique, scientifique, pour lancer des fusées météo, mais également des fusées avec une charge utile qui était française, du CNET, Centre national d'études des télécommunications. Oui. Et il y avait également ici, alors, sur une Véronique, en 71 également, une Véronique lancée avec une charge utile française et également soviétique. Les lanceurs de satellites Diamant, puis ceux de l'Europe, Europa et enfin la famille Ariane forment l'épopée spatiale du centre spatial guyanais. On n'a rien à envier aux autres. En l'espace de quelques années, on a réussi à faire d'Ariane le lanceur le plus prisé sur le marché commercial. Alors c'est vrai que les autres ne sont pas immobiles. C'est vrai que vous parlez des Russes. Les Russes aujourd'hui sont peut-être moins en avance. C'est vrai qu'on voit ce que fait la compétition aux États-Unis, mais c'est vrai aussi que nous réagissons. Nous avons des projets plein les cartons et aujourd'hui finalement ce ne sont pas les projets qui manquent. C'est la nécessité de faire des choix, la nécessité de mettre les bons budgets, mais quand on regarde dans le rétroviseur et ce qui a été fait en 50 ans, ça rend optimiste pour l'avenir. Le prochain lanceur européen, Ariane 6, arrive en 2020 pour la décennie à venir avec une plus grande flexibilité et des coûts toujours plus bas pour l'accès à l'espace. Retour en Guadeloupe avec la découverte ce soir du monde d'Hilda Decroix. La jeune artiste expose en ce moment à la salle Rémina Souta à Pointe-à-Pitre. Elle démontre comment on peut utiliser les couleurs pour montrer la beauté de la vie. Reportage Yvan Lemar. À travers son exposition Couleurs de la vie, Hilda Decroix nous invite à voyager dans une matrice caribéenne pour un dialogue avec nos émotions. La chose principale, c'est l'être humain, l'être vivant que nous sommes. Et la toile de fond, le fond de mes toiles, c'est toute la partie émotionnelle de l'homme. Donc avec la peinture, avec la couleur. Donc j'utilise les différentes couleurs pour exprimer différents sentiments et pour créer aussi différents sentiments
dans la personne qui regarde en fait l'étoile. Et ensuite, il y a la matière qui ressort de la toile. J'utilise que j'exprime au travers de la fibre de coco et de l'écorce de palmier, qui définit non seulement nos racines caraïbéennes, et aussi notre corps en mouvement au travers de la fibre que je travaille, que je fais bouger, que je fais fondre dans la peinture ou dans la couleur, ou que je fais ressortir aussi de la toile à l'état brut. L'artiste propose 25 œuvres où elle mélange les matières pour sublimer les couleurs et les sentiments de la vie. J'utilise la peinture acrylique pour pouvoir peindre, et j'utilise aussi la technique de fondu, donc que ce soit pour mes dégradés, et les projections aussi de peinture qu'on va avoir. Et là pour cette collection, j'ai utilisé aussi la feuille d'or, donc que ce soit feuille d'or, feuille d'argent et feuille d'or rose, pour faire encore plus ressortir. En fait, c'était pour un peu magnifier la partie physique en fait de l'homme, parce que même si elle est peut-être meurtrie, tordue, elle reste magnifiée, parce que c'est ce qui nous permet aussi de communiquer avec le monde extérieur. L'exposition Couleurs de la vie d'Hilda Decrope est visible jusqu'au 21 avril au Centre culturel Rémy Nassauta de Pointe-à-Pitre. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Gosier. Les coupures sont de nouveau prévues chez vous demain soir à partir de 18h, avec un retour à la normale prévu le lendemain à 6h du matin. L'équipe de l'établissement français du sang qui fait appel à vos dons vous donne rendez-vous demain à EDF Bergevin Pointe-à-Pitre de 7h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler à la rédaction d'ATV Guadeloupe au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce lundi 9 avril. Nous l'avons vu ce soir, 3 personnes ont été blessées samedi soir lors d'une soirée à La Casa à Bemao. L'une d'entre elles a le pronostic vital engagé. Nous avons entendu 2 témoignages de personnes qui ont assisté aux faits. Et depuis plus d'un mois, le niveau des cours d'eau est au plus bas. La préfecture a prolongé l'alerte sécheresse et l'a étendue à l'ensemble du territoire, sauf Marie-Galante, une sécheresse qui assoiffe les sols et qui fragilise, nous l'avons vu, les agriculteurs. Et puis quel impact ont les sargasses sur l'activité touristique? C'est la question qu'ATV Guadeloupe s'est posée. Nous sommes allés avec Linda Kayarsi dans le Nord Grande-Terre, très appréciée par les touristes pour ses sublimes plages de sable blanc et ses eaux cristallines, fortement dépréciées par les algues brunes en ce moment. Et à la fin de ce journal, nous avons découvert le monde d'Hilda Decrope, une jeune artiste qui expose en ce moment à la salle Rémy Nassauta à Pointe-à-Pitre. Elle expose jusqu'au 21 avril et démontre comment on peut utiliser les couleurs pour montrer la beauté de la vie. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.